Bonjour à tous. Elle fut durant des décennies l'armée la plus crainte au monde. Pourtant, elle a connu des défaites cinglantes et humiliantes face au Japon, à la Pologne ou à la petite Finlande et bien sûr face à la Wehrmacht. Mais cette armée, l'armée russe, a toujours su se relever, forte de plusieurs millions d'hommes, d'un armement massif et de stratèges d'exception qui ont élaboré au fil du temps une doctrine originale. Avec notre invité de ce jour, Boris Laurent, nous vous proposons non seulement une histoire, mais également une réflexion sur les permanences et les ruptures de l'armée russe. Boris Laurent, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien, spécialiste des relations internationales et d'histoire militaire, et vous avez d'ailleurs notamment écrit La guerre totale à l'Est, paru en 2014 chez Nouveau Monde. Mais avant cela, en 2012, vous avez commenté et annoté l'autobiographie du maréchal Paulus, la bataille de Stalingrad, toujours chez nous pour Nouveau Monde. Et là, tout dernièrement, chez le même éditeur, vous publiez une histoire de l'armée russe, des tsars à Poutine. Alors, je vous propose de faire cette émission de passé présent en 3 parties. Tout d'abord, de suivre l'histoire de l'armée russe dans ses heures et malheurs jusqu'à l'effondrement de l'URSS. Puis, nous nous attacherons aux spécificités de cette armée, sa doctrine, ses forces et ses faiblesses. Et enfin, en 3e partie, plus d'actualité, donc l'ère Poutine et les conflits récents. Alors, comme je le disais en introduction, l'armée russe a essuyé des défaites cinglantes et on peut dire que le XXe siècle a plutôt mal commencé face au Japon. Alors l'entrée dans le XXe siècle, effectivement, est catastrophique pour la Russie, pour l'Empire russe, puisqu'elle perd, en fait, elle a une triple défaite contre l'Empire du Japon. La première, c'est le siège de Port Arthur en 1904. Où le Japon met le siège devant le port de Port Arthur, qui est donc sur le Pacifique. Et après plusieurs mois de siège, l'armée russe dépose les armes. Deuxième défaite, c'est la bataille de Moutken à terre, toujours dans l'extrême-orient russe, face à l'armée de terre du Japon. Défaite militaire donc à terre. Et la dernière défaite, c'est la bataille de Tsushima, qui est une bataille navale, où la flotte impériale japonaise, en fait, détruit la flotte impériale russe en mer, dans le détroit de Tsushima. Donc une entrée dans le XXe siècle avec 3 défaites consécutives et majeures qui vont plonger la Russie dans une crise assez profonde. Une première crise, oui. Et ça va se prolonger jusqu'à la Première Guerre mondiale, même si on en tire quelques enseignements quand même, j'imagine, pour la Première Guerre mondiale. En fait, la guerre contre l'Empire du Japon va servir de base pour un renouvellement de la pensée militaire en Russie, notamment sur ce qui concerne les progrès techniques. Oui. Donc on parle de téléphone, télégraphe, chemin de fer, armes plus automatiques. Donc il y a toute une réflexion sur ces nouveautés techniques, sur l'organisation des masses également. C'est-à-dire que les Russes se rendent compte que contre le Japon, finalement, à terre, les masses il y avait de la masse humaine, mais elles étaient très mal organisées. Donc on va réimaginer, repenser l'organisation des armées également. Donc tout ça va servir de base pour un renouvellement de la pensée militaire en Russie. Et ça correspond aussi à Enfin, c'est pas un pays qui est très industrialisé en plus, donc j'imagine que ça pose des problèmes. Alors c'est un pays qui s'est lancé dans l'industrialisation, notamment au regard de ce qui se faisait en Europe de l'Ouest et notamment de l'Allemagne, qui est le modèle en Europe. Mais effectivement, il y a beaucoup de retard. Donc la Russie va accélérer en fait dans les productions industrielles, notamment dans les armements, dans la construction navale également, mais ça sera insuffisant pour rattraper le retard. Ouais. Et donc cette Première Guerre mondiale, très rapidement, elle se déroule comment pour l'armée russe? C'est une armée qui est mal équipée toujours ou... Alors c'est une armée qui est sous-équipée, oui. Comme pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de soldats iront au front avec un seul fusil pour 2 soldats, par exemple. C'est une armée qui est mal approvisionnée, et ça c'est un défaut dans les chemins de fer, dans les lignes de chemin de fer, qui sont beaucoup moins denses qu'en Europe de l'Est. Donc ça, c'est qui va causer en partie l'effondrement de l'armée russe. Et donc cet effondrement va conduire, enfin on ne va pas refaire tout l'enchaînement des révolutions. Je vous propose il y a des premiers succès de l'armée russe, mais également l'armée russe va finalement de défaite en défaite. Oui, alors ça commence très bien pour l'armée russe, puisqu'elle arrive à percer, à faire une incursion en territoire allemand, en Prusse orientale.
Ça va bien se passer également face à l'Empire austro-hongrois. Mais assez vite, en fait, les succès ne seront pas confirmés. Et petit à petit, l'armée impériale va refluer et va connaître d'énormes problèmes d'approvisionnement. Donc là, les chemins de fer en défaut. Et par-dessus, bien sûr, il va y avoir des mutineries. La révolution est en train de germer. Il faut avoir plus d'exploser, notamment dans les rangs de l'armée. Et donc tout ça va précipiter l'effondrement total de l'armée impériale. C'est-à-dire que les idées bolcheviques se propagent parmi la troupe, j'imagine, chez les officiers également quand même. Alors plus parmi la troupe. Les officiers, ça va être dans un second temps en fait, qui vont rallier le camp bolchevique après que la révolution se soit affirmée et se soit bien installée. Mais dans la troupe, effectivement, il y a beaucoup de soldats qui sont sensibles aux idées bolcheviques et qui vont refuser d'aller au combat. Il va y avoir des mutineries, des désertions, et beaucoup d'officiers vont en payer le prix, puisqu'ils vont se feront tuer par leurs troupes, qui refuseront d'aller au combat. Donc on va arriver, la révolution d'octobre arrive, donc le nouveau pouvoir a d'autres préoccupations que la guerre à l'ouest, c'est donc la paix de Brest-Litovsk, et la Russie rentre dans une guerre civile. Et est-ce qu'on peut dire que cette guerre civile est la matrice de l'armée rouge ? Oui, c'est la matrice, puisque c'est là qu'elle va faire ses preuves, finalement. Et ça va être la matrice aussi pour la pensée militaire russe. Puisque la guerre civile va se jouer, en fait, va se dérouler sur les grandes étendues de Russie, beaucoup dans les campagnes et non dans les villes. Et donc il va falloir réimaginer la manière de combattre sur de très très grandes étendues. D'accord, ça, on en reparlera effectivement dans la seconde partie. Et donc cette armée rouge, elle se constitue comment ? Qui est à la manœuvre déjà ? Alors c'est Trotsky qui crée l'armée rouge, mais au départ il y a un débat qui est assez violent entre d'une part ceux qui considèrent qu'il faut lever une armée de masse, un peu sur le modèle occidental finalement, et d'autres qui préféreraient avoir une armée de garde rouge, plus resserrée, de type police politique, avec des effectifs plus réduits, mais avec des gens extrêmement motivés. Et finalement, c'est Trotsky qui l'emporte dans cette bataille organisationnelle, si on veut, qui impose le fait qu'il faut une armée de masse pour lutter à l'intérieur et possiblement à l'extérieur. Donc cette guerre, blanc contre rouge, pour simplifier. Il y a même des verts, je vois, des paysans également. Exact. Au niveau de l'encadrement, donc là on a des officiers de l'armée impériale qui... Il y a beaucoup d'officiers, il y a beaucoup d'officiers de l'armée impériale qui ont rallié le camp bolchevique et qui vont donc participer à l'encadrement, qui vont encadrer les hommes, et ce qui fait que l'armée va tenir en fait. Elle sera beaucoup plus structurée que chez les Blancs par exemple. Où là, c'est la valeur finalement du chef qui prévaudra, et alors que l'organisation dans les couches inférieures jusqu'aux soldats sera plus chaotique finalement. Alors en plus de ça, l'armée blanche va manquer de matériel, d'approvisionnement, et ce qui fait qu'elle va complètement s'effondrer. Alors donc les bolcheviks sont au pouvoir, le pouvoir s'installe. Quelle va être la progression de l'armée en termes de développement sous la fin du régime de Lénine et toute l'ère stalinienne? On va aller jusqu'en 37-38, parce que 37-38, il y a de nouveau un moment clé. Donc pendant cette quinzaine d'années, qu'est-ce qu'il se passe? Alors en réalité, c'est un vrai bouillonnement intellectuel qui se passe au sein de l'armée russe. Il y a beaucoup d'officiers donc ralliés aux bolcheviks, des officiers tsaristes, qui vont repenser la manière de faire la guerre au regard de la Première Guerre mondiale, de la guerre contre le Japon d'abord, de la Première Guerre mondiale, de la guerre civile et de la guerre contre la Pologne, puisque la Russie... Alors cette guerre contre la Pologne, elle se déroule... C'est dans les années 20. Et donc l'URSS naissante essaye de repousser ses frontières et de gagner sur l'Ouest et donc sur la Pologne. Et ça se passe très mal puisque les armées soviétiques, l'armée rouge est battue par les Polonais, ce qu'on appelle le miracle de la Vistule, sur la Vistule. Et donc de tous ces combats, les penseurs russes, soviétiques, vont réfléchir sur l'art de faire la guerre. Ils vont chercher un moyen d'organiser les armées au mieux
pour faire face à de futurs adversaires comme l'Allemagne par exemple ou d'autres pays occidentaux. Nous évoquerons dans la seconde partie. Et en termes d'organisation matérielle, technique, là également, il y a un vrai développement de... Oui. Au niveau de quoi on fabrique des chars, des avions. On fabrique des chars, on fabrique des avions. Tout ça toujours au regard de ce qui s'est passé les années précédentes, les décennies précédentes. On se rend compte que face, si vous voulez, l'étendue de la Russie est considérée comme clé dans la pensée militaire. Ouais. Et donc pour évoluer sur un théâtre d'opération gigantesque, il faut des moyens mécanisés, des moyens blindés. Donc la Première Guerre mondiale sert d'exemple avec l'arrivée des blindés. Il faut des moyens aériens pour la reconnaissance, pour des frappes dans la profondeur. Donc on commence à réfléchir à tout ça et l'industrie se met en marche. Petit à petit, les plans quinquennaux après qui seront décidés par Staline, qui veut faire de l'URSS une puissance, la première puissance industrielle mondiale, mais ça va jouer à plein pour l'armée finalement. Je crois qu'ils inventent également l'arme parachutisme. J'ai vu il y a un petit film extraordinaire où on voit ces paras qui sortent de l'avion sur l'aile et qui sautent de l'aile. Oui, tout à fait. L'arme aéroportée, ce sont finalement, les premiers paras. Oui, les soviétiques imaginent des troupes spéciales, donc parachutées derrière les lignes ennemies pour aller frapper dans la profondeur du système adverse. Et alors, donc, je voulais m'arrêter en 37 parce qu'en 37-38, là, on arrive, il se passe une chose, j'allais dire traumatisante pour l'armée, qui sont les grandes purges. Oui. Alors, j'allais dire d'où viennent-elles? Qu'est-ce qui pousse Staline à s'attaquer comme ça à son armée? Est-ce qu'il a été victime d'opérations de manipulation de la part non, non, pas du tout. Non. En fait, c'est simplement la paranoïa de l'homme qui voit ses officiers, alors les généraux, les officiers supérieurs, officiers généraux, tous ces penseurs qui enseignent à l'académie militaire, qui se nourrissent de littérature militaire étrangère également, allemande aussi, notamment. Et donc lui, il voit un danger pour son pouvoir, la peur d'être éjecté finalement par quelqu'un de plus brillant ou qui aurait une aura supérieure à la sienne. Et donc il décide de signer l'ordre de purger l'armée. Oui. Alors l'armée, ça va du général jusqu'au soldat, et c'est une purge qui est terrible puisqu'il y a des milliers, des dizaines de milliers. On estime à combien le nombre de... Le nombre exact, je ne sais pas, mais il y a des centaines de milliers de gens qui sont soit exécutés, soit déportés en Sibérie. Et donc, tous ces penseurs qui faisaient la richesse intellectuelle de l'armée soviétique vont être, pour la plupart, exécutés. Donc, ce qui fait que l'armée est décapitée. L'armée est complètement décapitée. Et elle va le payer face notamment à la Elle va le payer face à l'Allemagne. Oui, alors d'abord à la Finlande. Il y a une vraie humiliation quand même, la guerre d'hiver. Oui, la guerre d'hiver. Qu'est-ce qui pousse la Russie à attaquer la Finlande? Alors la Russie, l'URSS cherche toujours à étendre ses frontières et à garantir la protection de son territoire par un glacis protecteur. Donc elle va aller chercher ce glacis du côté de la Finlande, essayer de récupérer d'annexer des territoires en Finlande. Et au départ, ça va très mal se passer puisqu'elle va essuyer de très lourdes défaites. Contre une armée qui est toute petite finalement. Donc cette défaite, on l'explique par quoi? L'absence d'encadrement, le mauvais matériel, parce qu'ils sont bien équipés, j'imagine, ces Russes. Oui, ils sont bien équipés, mais il y a un problème dans la doctrine, dans l'emploi des forces. Finalement, les Soviétiques ont tout misé sur l'offensive sans vraiment réfléchir, en pensant que la masse ferait le travail et ferait plier la Finlande. Et en fait, pas du tout. Et donc c'est plus des commissaires politiques qui ont imaginé cette offensive que des véritables stratèges militaires. Et alors vous dites qu'en 1941, que l'armée rouge, elle, est au bord du gouffre. Oui, tout à fait. En 1941, quand l'Allemagne enfonce la porte et envahit l'URSS, eh bien en fait, elle n'a plus de penseurs, elle n'a plus d'officiers bien formés, puisqu'ils ont tous été exécutés ou ils sont tous en prison, en Sibérie. Et donc, elle se fait complètement surprendre par l'armée allemande, qui, rappelons-le quand même, rompt le pacte de non-agression et attaque sans déclaration de guerre. Et donc l'armée se fait enfoncer et on date le sursaut. Il y a un sursaut. À quel moment ce sursaut intervient? Le sursaut, il intervient en 1942, en 1942. Toute l'année 1941, finalement, il y a un enchaînement de grands encerclements où les Allemands parviennent à capturer des centaines de milliers d'hommes
Donc il y a Vyazma Bryansk à Kiev notamment. L'année 42, les Allemands tentent de faire la même chose. Sauf que les Soviétiques ne se laissent plus du tout enfermer dans les chaudrons allemands et donc commencent à refluer. Donc ça va être la grande retraite jusqu'à la grande barrière du Caucase, où là, Staline donnera l'ordre de ne plus... Donc Staline prend vraiment conscience que les choses vont très mal et on rappelle des officiers. Ceux qui ont été tués, c'est plus difficile, mais ceux qui sont au goulag... Oui, on commence à vider les prisons. On a requinqué les officiers malmenés par le NKVD et on les remet à la tête d'unités. Et là, on voit vraiment la différence. Alors, il y a une différence à partir de Stalingrad, vraiment, donc c'est la fin 42. À partir de novembre 42, les soviétiques imaginent une série d'opérations tout à fait brillantes, notamment à Stalingrad, pour encercler la 6e armée de Paulus à Stalingrad. Et à partir de là, il y a l'armée soviétique, c'est la deuxième phase de l'armée soviétique. Elle renaît de ses cendres finalement et elle passe vraiment à l'offensive. Alors, elle va prendre un coup de revers durant l'hiver 43, où elle va se faire battre par un génie allemand, von Manstein. Mais à partir de la bataille de Koursk, c'est plié, c'est terminé. Et là, on peut vraiment parler de rouleau compresseur russe qui ne s'arrêtera qu'à Berlin. Qui ne s'arrêtera qu'à Berlin. Là, on est vraiment dans la masse. On est dans la masse et on est aussi dans une pensée qui va être supérieure à celle de l'opposant. Nous expliquer. Donc après la guerre, l'URSS devient elle une superpuissance. Elle occupe toute l'Europe de l'Est. Et donc là, il lui faut une armée à la mesure de son empire, qui est un véritable empire continental. Donc là, que devient cette armée durant donc en gros, entre 1945 et 91, on va s'arrêter à la chute de l'URSS. Elle grossit encore ? Oui, c'est une armée qui est pléthorique. On compte jusqu'à 6 millions d'uniformes, dont 2 millions voire plus de soldats prêts à aller au combat, finalement. Donc c'est une armée essentiellement continentale, une armée de terre, qui est vraiment surpuissante, qui est un véritable rouleau compresseur, quoi. Qui est très bien équipé, qui a des matériels performants, qui a des matériels eux aussi pléthoriques, parce que l'industrie produit beaucoup. Chars, avions, camions, enfin tout ce qui fait la panoplie finalement d'une armée de terre efficace. Donc oui, c'est la première armée du monde. C'est la première. Mais est-ce que c'est une armée, parce qu'on en parlait lorsque nous avons préparé cet entretien, c'est une armée qui faisait peur, certes, mais est-ce que cette peur était réelle ou est-ce que c'était un épouvantail ? Alors c'est une peur qui était... C'est vrai que l'armée soviétique, donc de son nom, à partir de 1946, elle change de nom, elle s'appelle l'armée soviétique et plus l'armée rouge. Elle est crainte par le monde entier, et notamment par l'Europe de l'Ouest, qui est juste finalement aux portes du pacte de Varsovie. Et ces craintes sont justifiées. Et les craintes avec raison, c'est-à-dire qu'on a du matériel performant qui fonctionne. On a des unités pléthoriques, on a une pensée qui est originale, qui se différencie vraiment de la pensée occidentale, et tous ces ingrédients en fait en font une armée absolument redoutable, qui était prête, pas loin, de déferler sur l'Europe de l'Ouest. Mais alors en 79, c'est l'invasion de l'Afghanistan, et là, l'armée soviétique en prend un rude coup. Oui, tout à fait. Parce qu'elle se lance dans une opération qui ne correspond pas finalement à sa doctrine. Donc, c'est une opération qui n'a rien à voir avec le format de son armée, avec sa doctrine effectivement. Puisqu'on rentre dans le type de guerre de type guérilla. On va traquer les rebelles dans les montagnes, c'est les embuscades, c'est les opérations coup de poing, les coups de main. Et donc l'armée soviétique n'est pas du tout taillée pour ça. Donc au départ, l'invasion de l'Afghanistan se passe bien. Et puis petit à petit, ça se passe très mal. Et donc l'armée soviétique est obligée de repenser sa doctrine, de repenser sa manière d'agir sur un théâtre d'opération très compliqué, avec aussi des voisins
qui complique encore la donne, puisque notamment le Pakistan qui héberge une partie des rebelles. Donc ça devient, pour Moscou, ça devient très compliqué à gérer cette guerre. Mais petit à petit, au fond, elle va faire un peu comme les Américains au Vietnam, qui ont été au départ dépassés par ce type de guerre nouveau, et elle va s'adapter au terrain. Elle va, elle aussi, miser beaucoup sur, par exemple, sur l'hélicoptère, comme les Américains au Vietnam, comme les Français en Algérie. Et elle va créer des unités spécialisées avec des combinaisons de matériel performants pour aller se battre en haute montagne, etc. D'ailleurs, ce qui est surprenant et paradoxal, je trouve, c'est que cette armée russe se trouve confrontée à une guérilla, alors que dans le monde entier, ce sont surtout des guérillas communistes qui ont harcelé les Américains, notamment. Donc, ils avaient un modèle sous les yeux qu'ils n'ont pas Exactement, qu'ils n'ont pas compris. Et en plus, ce sont des guérillas, toutes les guérillas communistes, enfin la plupart, sont financées par Moscou. Et il y a des conseillers militaires sont là pour former les rebelles, avec des livraisons d'armes aussi. Est-ce qu'on peut vraiment parler de traumatisme afghan pour l'armée, enfin même pour la société soviétique dans son ensemble? Ça a participé Je pense qu'on peut considérer, la guerre en Afghanistan a participé à la chute de l'URSS, en sapant les fondations même du régime. Donc c'est une des causes qui explique l'effondrement de l'URSS. Et au sein de la société, c'est un véritable traumatisme, au même titre que le Vietnam a été un traumatisme pour les Américains. Pour la société américaine. Alors, je n'ai pas arrêté de vous interrompre. À chaque fois, vous vouliez parler de la pensée russe en disant qu'on en reparlerait. Donc, on va en parler. On va s'arrêter maintenant sur les spécificités de cette armée. Alors, ce qui fait sa permanence, même s'il y a eu des ruptures dans les doctrines. Donc, je vais vous laisser nous expliquer, au moment de la création de l'armée rouge, après la guerre civile, donc c'est cette création de cette pensée originale, de cette doctrine originale. Donc, par qui, pourquoi, quels enseignements ont-ils tiré des précédents conflits et du terrain, bien évidemment? Alors, en fait, dès la fin du 19e siècle, des penseurs militaires russes, au regard de ce qui se faisait avant, donc notamment pendant les guerres napoléoniennes et pendant les guerres qu'a mené la Prusse, notamment contre la France, en regardant tout ça, les Russes ont essayé de trouver une espèce de chaînon manquant entre, d'une part, la stratégie, donc ce qui fixe les objectifs, la finalité d'une guerre, et la tactique, qui est la gestion du champ de bataille, si on veut. Donc on est soit dans le très grand, la stratégie, donc les buts globaux, soit la tactique, le petit, le champ de bataille, la bataille. Et donc entre les deux, il y a un énorme fossé. Et c'est très difficile d'organiser et de gérer des armées entre ces deux concepts qui sont très éloignés l'un de l'autre. Et donc les Russes vont commencer à réfléchir là-dessus. Et donc à sortir de ce qui se faisait en Occident, où l'Occident était très attaché à la tactique, donc à l'art de battre son adversaire sur le champ de bataille, par la bataille. Les Russes réfléchissent avec une ère nouvelle qui est en train de s'ouvrir à l'orée du XXe siècle. C'est-à-dire que la nation est de plus en plus peuplée, l'industrie est de plus en plus forte, et l'État est de plus en plus fort également. En considérant cette trilogie, les Russes estiment qu'il n'est plus possible de battre un pays adverse sur le champ de bataille, en une bataille ou en 1000 batailles, comme l'a fait Napoléon, comme les Prussiens l'ont fait contre les Français. Et donc là, on n'est pas effectivement dans la doctrine de la bataille décisive. Voilà, il y a plus de bataille, c'est plus possible. Il faut changer de paradigme, il faut changer de logiciel complètement. Et donc ils vont se mettre à réfléchir à comment, justement, est-ce qu'on bat un adversaire sans forcément détruire ses hommes sur le champ de bataille. Et donc c'est ce que les Russes vont appeler l'art opératif, qui est une espèce de ce chaînon manquant entre la grande stratégie et la tactique, qui est en fait plus un outil, c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise nos armées sur le champ de bataille, comment, avec quel type de matériel, pour quel type de mission, sur quel espace, à quel moment. Donc toutes ces questions en fait forgent finalement cet art opératif.
Et donc les penseurs vont continuer de réfléchir à tout ça, notamment dans les années 20, avec des penseurs comme Svetchin, qui est le plus connu, penseur soviétique, qui va finalement finaliser cette pensée, la structurer. Oui. Et donc, pour expliquer l'art opératif, je vais prendre l'analogie. Et voilà, expliquez-nous, il faut du concret. Voilà, alors l'analogie, je vais prendre celle de Benoît Billan, qui est un excellent historien français et que je conseille la lecture de ses ouvrages, et notamment un de ses derniers sur l'art opératif qu'il a écrit avec Jean Lopez. Il compare l'art opératif au harnachement du cheval. Le cavalier, c'est la stratégie. Le cheval, c'est la tactique. Oui. Et pour que la stratégie reste sur son cheval, lui fasse prendre le meilleur chemin pour arriver à l'objectif sans tomber, il faut un harnachement. Des étriers, etc. Et bien c'est ça l'art opératif. C'est ce qui permet au cavalier de rester sur son cheval et de le manœuvrer. Donc des hommes comme Svetchin, Isserson, Triandafilov, Varfolomeev, tous ces penseurs soviétiques, ou Tukhachevsky, vont finalement structurer cette pensée, organiser l'armée, réfléchir à l'organisation de l'armée. À quel type d'unité? On parlait des unités aéroportées tout à l'heure. L'unité aéroportée fait partie est le type d'unité classique que les soviétiques veulent employer dans un système opératif pour aller taper dans la profondeur du système adverse. Le but final, ce n'est plus de détruire l'ennemi biologiquement sur le champ de bataille. Ça, c'est les Allemands qui vont essayer de faire ça. Le but, c'est de décapiter les centres de pouvoir, les centres de commandement, les centres de production industrielle, et de rendre finalement l'adversaire inopérant. Donc on peut dire que c'est ça l'art opératif. C'est ce qui permet de faire tout ça, pour atteindre les buts fixés par le politique. D'accord. Voilà. Et donc cet art opératif, on a vu qu'en Finlande, il n'avait pas du tout été appliqué finalement, donc c'est pour ça qu'ils se sont plantés. Oui. Également lors de l'opération Barbarossa, il se retrouve pris de court, mais là on a expliqué pourquoi. Donc au moment en 1942, on revient à cet art opératif et c'est là où il fait ses preuves? Oui, alors en 1942, à partir du reflux de l'armée soviétique vers la Grande Barrière du Caucase, au moment où les Allemands s'approchent de Rostov-sur-le-Don, font sauter le verrou à Rostov, et l'objectif c'est les puits de pétrole du Caucase. S'approchent dangereusement du Caucase, il y a deux généraux qui ont les faveurs de Staline. C'est le général Zhukov, qui est l'homme qui a pensé la contre-offensive de l'hiver 41-42, et l'autre général, c'est Vassilievski. Ces deux généraux vont imaginer une série d'opérations, et Staline, pour une fois, va les écouter. Donc ce sont des généraux qui, eux, connaissent l'art opératif, qui l'ont appris qui l'ont appris, qui l'ont mis en pratique d'une certaine manière avant les grandes purges, et qui, là, le ressortent des tiroirs, si vous voulez. Et donc vont imaginer cette superbe opération qui est l'opération Uranus, qui va encercler la 6e armée autour de Stalingrad, avec des axes de pénétration très profonds sur les flancs les plus exposés de l'armée allemande, avec un art, ce qu'on appelle la maskirovka, qui est l'art de masquer ses intentions à l'ennemi, puisque les Allemands ne verront rien des millions d'hommes qui sont acheminés autour de Stalingrad. Ça va être un coup de massue au mois de novembre, puisque les Allemands n'auront rien vu venir. Et donc, à partir de la bataille de Stalingrad, de la victoire de Stalingrad, on peut dire que l'art opératif fait un retour dans la pensée militaire et il est mis en pratique dans l'armée soviétique. Et ça sera le cas notamment à Koursk, où après avoir absorbé le choc de l'offensive allemande, les soviétiques vont mener des opérations de diversion qui vont leur permettre de mener deux grandes contre-offensives qui vont faire refluer l'armée allemande pour de bon, finalement. Et cet art opératif est aussi dicté par, par le terrain, par l'immensité de l'empire. Oui, on peut parler d'empire continental. On parlait de tyrannie des distances. Tyrannie des distances. Oui, et du contrôle des confins. Donc, est-ce que tout ça est très logique? Absolument. Cette pensée a été nourrie par la géographie. Et notamment, les exemples pendant la guerre civile, se battre sur des terrains gigantesques, en race campagne. Et donc l'art opératif, la vision de l'art opératif, ça n'est plus se limiter à la ligne de front finalement. C'est d'aller chercher très très loin dans la profondeur adverse, 500, 1000 km,
pour aller frapper les points névralgiques de l'armée adverse dans la profondeur. Et donc ça, les Soviétiques l'ont complètement intégré, ce que n'ont pas fait les Allemands, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est une véritable révolution dans la pensée militaire? Et est-ce que d'autres armées, alors là vous pouvez arriver jusqu'à aujourd'hui, hein, est-ce que d'autres armées se sont inspirées et ont intégré ce fameux art opératif dans leur doctrine? Oui, c'est une véritable révolution, puisque c'est un vrai découplage en fait avec la pensée occidentale. C'est-à-dire que les Russes vont créer leur propre pensée militaire, ce qui est assez, finalement c'est assez rare. Ouais. Et donc c'est une pensée qui va faire ses preuves, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Nos armées aujourd'hui ont complètement intégré, depuis les années 80, alors les États-Unis ont été les premiers, ont complètement intégré l'art opératif. Donc c'est du combat interarmes, du combat dans la profondeur, le fait de pas forcément saigner l'adversaire, mais de le paralyser. Alors aujourd'hui on est dans les 5 domaines, hein. Maintenant on est le spatial, le cyber, tout ça est intégré. Mais on a une pensée opérative, oui, en France, au sein de l'OTAN, aux États-Unis. Ce qu'on appelle chez nous les plans opérationnels, c'est ça? Oui, alors le terme opérationnel, faire attention, c'est vrai que les Américains appellent ça opérationnel, mais en fait on parle vraiment d'opératif. D'opératif, d'accord. Mais tout ça, finalement, a été découvert, et ça c'est intéressant, ça a été découvert par les Britanniques et les Américains dans les années 70, cet art opératif. Comment et pourquoi l'armée soviétique, l'armée rouge a battu l'Allemagne, cette armée qui était censée être la meilleure du monde. Donc les Américains ne comprenaient pas vraiment, les Britanniques non plus. Et il y a eu une vraie crise au sein des états-majors américains, notamment après la guerre du Vietnam, où tous les jeux de guerre qui étaient réalisés au sein de l'OTAN et aux États-Unis contre le pacte de Varsovie étaient des jeux de guerre perdants pour l'OTAN et les États-Unis. Ah oui, donc on revient à la menace dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et donc l'Ouest ne comprenait pas pourquoi. Comment cette armée soviétique, ce pacte de Varsovie, pouvait gagner à tous les coups dans ces jeux de guerre. Et donc c'est des historiens britanniques d'abord, puis américains, qui ont percé le secret finalement de cet art opératif, en reprenant toutes les batailles de la Seconde Guerre mondiale, en ayant accès à des archives qui étaient jusque-là... Oui, parce qu'il n'y avait pas de publication, j'imagine que ces généraux-là n'écrivaient pas chez Nouveau Monde l'art oui, non, mais c'était, oui, et puis c'était quand il y avait publication, alors il y avait des publications notamment dans les revues militaires soviétiques, puisque l'armée soviétique est très libre de sa parole, elle a toujours pu parler, écrire, publier. Mais tout ça était bien sûr très contrôlé. Et finalement, l'Ouest est complètement passé à côté de ce phénomène parce qu'il a été complètement intoxiqué par d'anciens membres de la Wehrmacht qui ont rédigé des rapports pour l'armée américaine. Je pense notamment au général Franz Halder, qui était le chef d'état-major de l'armée de terre allemand, qui rédigeait des rapports qui étaient complètement faux. Et donc les Américains ont gobé tout ça. Et ce sont les Britanniques, les premiers, avec John Erickson notamment, qui ont percé ce secret, en découvrant comment l'armée soviétique, l'armée rouge, organisait ses armées, comment elle préparait ses opérations, quels étaient ses objectifs, etc. Et cet opératif a évolué pendant la guerre froide, j'imagine, hein, mais en fonction de quoi des techniques Oui, alors il a beaucoup évolué en fonction de la technique, de la technologie, et notamment du nucléaire. Donc il y a eu au départ une adaptation de l'art opératif à l'ère nucléaire, avec des opérations menées en théâtre contaminé. Enfin, les Soviétiques avaient imaginé des unités spécialisées pour reprendre le terrain, des terrains contaminés, etc. Après, il y a eu une espèce de reflux à l'ère Khrouchtchev, puisque Khrouchtchev misait beaucoup sur le nucléaire, en fait. C'était tout pour le nucléaire, et le conventionnel a perdu un petit peu de son prestige, et il y a eu un reflux dans la pensée. Et c'est revenu, après la fin de Khrouchtchev, avec notamment la doctrine du maréchal Ogarkov, qui lui s'appuyait beaucoup sur les nouvelles technologies. Et sur le terrain même, comment fonctionne cette armée russe, par exemple? Est-ce qu'il y a une vraie adaptation au terrain, aux circonstances, par exemple, comme dans l'armée allemande, où un petit échelon, on peut prendre des initiatives? Est-ce que c'est une armée qui est pleine d'initiatives, ou au contraire, qui est très hiérarchisée et très, très monolithique? Oui, c'est une armée qui est beaucoup plus monolithique que les nôtres. Nos armées sont basées, enfin, l'esprit d'initiative est favorisé.
Là, c'était surtout une caractéristique de l'armée allemande. Alors c'est une caractéristique qui est prussienne au départ, qui a évolué, qui s'est enrichie pendant la Première Guerre mondiale et surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, où en effet... on l'a vu pendant la campagne de France notamment. Voilà, où du général jusqu'au soldat, on laisse liberté d'action pour remplir la mission. En Russie, il n'y a pas du tout cet esprit d'initiative. C'est très vertical. Et on suit les ordres jusqu'au bout et sans chercher à non pas les contourner, mais à les adapter finalement au terrain, à la situation de l'adversaire, enfin au comportement de l'adversaire, etc. Et j'imagine qu'il y avait aussi le poids des commissaires politiques qui ne devait pas être facile non plus pour les officiers. Oui, il ne fallait pas sortir du rang. Parce que tout de suite, effectivement, le commissaire politique avait autorité pour exécuter, même des gradés. Il reste jusqu'au bout les commissaires politiques dans l'armée russe, jusqu'à la chute Alors ils sont restés. Alors ils ont été très présents pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que là, on était dans une situation qui était assez dramatique. Donc ils ont, malgré tout, malgré la boucherie qu'ils ont pu organiser. La crainte du commissaire politique finalement faisait que les gens allaient quand même au combat. Après, il y a toujours eu il y a toujours eu un regard politique sur ce qui se faisait dans l'armée. Le pouvoir politique au Kremlin, à Moscou, est très attentif à ce que les gens ne sortent pas du rang et ce que l'esprit ne soit pas trop corrompu par des idées extérieures à la doctrine soviétique. Et alors, contrairement également aux armées occidentales, parce que j'ai lu, c'est une hiérarchie un peu différente. Il y a très peu, le corps des sous-officiers est très, très, très réduit. Et quasi absent. Et qu'est-ce que ça... Et alors en fait, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? C'est un énorme inconvénient, parce que les sous-off, ce sont les chevilles ouvrières finalement dans l'armée. C'est eux qui veillent aussi à la cohésion de la troupe, c'est eux qui forment la troupe, c'est eux qui diffusent les ordres, qui discutent avec leurs soldats. Donc il y a un véritable échange dans les deux sens, et vers le sous-off et du sous-off vers son officier. Donc il y a une discussion qui est permanente finalement. Alors c'est vrai que dans l'armée russe, il n'y a pas ça, ou très peu. Donc il y a une espèce de rupture dans la chaîne de commandement. Et ce qui fait que beaucoup de soldats, parfois, se sont retrouvés sans savoir quoi faire, parce que les ordres ne parvenaient pas, ou ils étaient mal perçus, mal compris. Donc ça arrive très souvent, oui. D'accord, donc encore une spécificité de l'armée russe. Alors maintenant, on va arriver aux années Poutine, qui commencent plutôt mal pour l'armée, enfin pour la marine principalement, avec la tragédie du Koursk. Mais donc le nouveau président russe, lui, va entamer... Alors on va passer sur les années Helsinki qui sont catastrophiques, tout s'écroule de toute façon, y compris l'armée. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler de renouveau de l'armée russe, et à partir de quand? Alors, dès 2000 en fait, dès que Vladimir Poutine arrive au pouvoir, c'est vrai qu'il hérite d'une société complètement chaotique, d'une armée en lambeaux, avec des taux de suicide hallucinants, avec un alcoolisme chronique dans toutes les couches de l'armée. Donc il y a de la corruption. Il y a des trafics d'armes, on vend des armes, on prélève des armes dans les stocks pour les vendre pour faire de l'argent, parce qu'il n'y a plus d'argent du tout. Les gens ne sont pas payés. Et donc, il décide de redresser tout ça. Finalement, ça a toujours été son programme. Et donc, il va remettre de l'ordre dans l'armée, enfin dans la société en général, et dans l'armée en particulier. Et il va restructurer tout ça. Donc, le renouveau de l'armée russe, commence au début des années 2000. Avec l'arrivée de Poutine au pouvoir. En revanche, il va s'engager dans ce qu'on pourrait appeler chez nous des OPEX, qui sont pas forcément des réussites. Alors il y a la Tchétchénie, donc la deuxième guerre de Tchétchénie, qui finalement va... Oui, la première, elle était une catastrophe. Alors la première a été une catastrophe incroyable, et donc la deuxième, ça va être très rude comme guerre. On parle de crimes, on parle de torture, on parle... C'est une guerre absolument atroce, mais il va la gagner. Et finalement, ça va lui permettre aussi d'asseoir son pouvoir, de rester aux commandes et de montrer que c'est un chef d'État qui est fort. Donc ça, c'est la première, oui.
qui se solde par une victoire. Et en Géorgie, ça c'est... Alors en Géorgie, pareil, Poutine va envoyer des troupes, donc il y a la crise dans ces territoires caucasiens. Certains veulent faire sécession et sortir du giron géorgien pour être rattachés à la Russie. Et donc Poutine va envoyer des troupes et va lancer une campagne, une opération militaire en Géorgie en 2008, la guerre des 5 jours, qui va se solder par une victoire. Alors tout n'a pas été parfait dans le déroulement de cette opération russe. C'est la première fois que les Russes vont lancer des guerres cyber, tentative de déstabilisation, de désinformation. Alors ça n'a pas très bien marché, mais finalement c'est l'acte de naissance, on peut dire, de ce type d'opération dans l'armée russe, qui vont après devenir plutôt assez efficaces dans ce genre d'opération. Que ce soit en Tchétchénie ou en Géorgie, là on est de nouveau dans une guerre asymétrique ou c'est plutôt... Alors, alors sur la Tchétchénie, on est plus dans une guerre asymétrique, puisque l'armée russe va devoir se battre contre des groupes de rebelles qui vont se cacher dans les montagnes, un peu sur le modèle type guérilla. Voilà. Alors en Géorgie, par contre, on est face à c'est État contre État, et donc là on est plus dans du conventionnel. Mais cette opération n'aura pas l'envergure d'une guerre. D'une opération type Seconde Guerre mondiale non plus. On n'est plus dans ce système-là, de toute façon. Alors, il nous reste quelques minutes. Donc, on ne peut pas ne pas parler de l'Ukraine, bien évidemment. Donc, vous décrivez, vous, Ukraine acte 1, Ukraine acte 2. Alors, j'irais même plus loin en disant Ukraine acte 1, effectivement, en 2014, le Donbass, et puis Ukraine 2, on peut diviser encore en deux parties. Donc très rapidement, la première opération en Ukraine en 2014 dans le Donbass, là ça se caractérise comment? Alors il y a le Donbass et il y a la Crimée. Oui, il y a la Crimée aussi. Alors la Crimée, c'est opération type force spéciale. Donc sans marquage militaire sur les uniformes, des informations massives. Donc les soldats russes s'emparent assez facilement du port de Sébastopol et commence à prendre place dans les points clés de Crimée, sans résistance vraiment. Donc là, il y a une énorme campagne de désinformation où les soldats ukrainiens en fait ont préféré, se sont laissés un peu démoraliser et ont préféré ne pas combattre. Et dans le Donbass, on est plus sur du force spéciale aussi, conseil militaire, matériel, pour appuyer les séparatistes. Donc c'est un non-engagement, en tout cas c'est un engagement qui n'est pas officiel, mais en sous-main, Moscou appuie complètement les séparatistes avec conseillers, forces spéciales et matériel, et argent, bien sûr. Donc on arrive en 2022 avec l'opération spéciale, qu'on peut presque qualifier d'opération défensive, enfin ça vous allez peut-être nous expliquer ça. Donc il y a la première intervention fait février 2022, là on est sur quel modèle? Alors là on est sur un... Quel est le plan? Alors le plan initial, c'est l'objectif final, au fond, il me semble, parce qu'on a tout un tas de théories qui circulent sur l'objectif. Veut-il envahir toute l'Ukraine, partiellement, etc. L'objectif, c'est de désarmer l'Ukraine. C'est de l'empêcher qu'elle entre dans l'OTAN, de l'empêcher qu'elle ait une armée de masse et bien équipée. Alors c'était l'objectif initial, hein. Souvenez-vous des accords de Minsk, c'était au tout départ, on voulait finlandiser l'Ukraine. C'est en faire comme la Finlande après la Seconde Guerre mondiale, un État neutre finalement, qui ne serve aucun intérêt, mais malgré tout qui reste une chasse gardée de la Russie, puisque c'est son étranger proche. Et il y a un lien, je dirais presque émotionnel, entre la Russie et l'Ukraine. Il est dans la pensée. Tous les Russes, beaucoup en tout cas, considèrent l'Ukraine comme faisant presque partie de la Russie. Le berceau de la Russie. Donc l'idée, c'est de désarmer cette Ukraine. Alors pour ça, l'opération, à mon avis, c'est une opération de décapitation. Donc élimination du gouvernement.
Donc on élimine Zelensky, on fait sauter le gouvernement et on le remplace par un gouvernement à la main de Moscou, ou en tout cas beaucoup plus conciliant avec Moscou qu'avec l'Ouest. On voit il y a autour de 170 000 hommes qui sont engagés, c'est pas une armée d'invasion du tout. Donc on sait qu'il y avait des agents infiltrés dans Kiev qui avaient pour mission d'éliminer Zelensky et le gouvernement. Donc ils n'ont jamais trouvé Zelensky et les membres du gouvernement. Il y a eu une opération aéroportée sur Hostomel, l'aérodrome d'Hostomel, voilà, pour sécuriser l'aéroport. Ça s'est mal passé aussi. Tout a été prévu pour finalement lancer un coup de main. Et pas une opération d'envergure type invasion, quoi. Donc là, ça s'est mal passé, puisque l'armée ukrainienne de 2022... Pourquoi cet échec ? Parce que l'armée ukrainienne de 2022, d'abord, c'est plus celle de 2014. Ouais. Donc elle est beaucoup mieux formée, elle est beaucoup mieux équipée. Elle a été mise au courant par les services de renseignement américains et britanniques. Ce qui fait que, par exemple, qu'elle a pu déplacer un grand nombre de ses batteries anti-aériennes, ce qui fait que les opérations aériennes russes ont été mises en échec assez vite. Puisqu'ils n'ont jamais trouvé toutes ces batteries. Et donc son organisation même de l'armée ukrainienne a permis de mener des contre-attaques très efficaces. C'est une armée qui, alors pour le coup, qui donne beaucoup de liberté d'action à ses soldats. Ouais. Et donc cet esprit d'initiative, finalement, a permis, avec un bon matériel, a permis de contenir et de repousser la pénétration russe en territoire ukrainien. D'où un changement de stratégie de la part de l'état-major russe. Comment on va fonctionner maintenant ? Alors là, pendant toute l'année 2022, ça s'est pas bien passé. Il y a eu la contre-offensive ukrainienne qui, pour le coup, a fait beaucoup de mal à l'armée russe. Donc les Russes ont revu leur copie. Et donc ils se sont mis en position défensive. Là où ils n'avaient plus besoin, au fond, pour temporiser. Donc ils se sont enquistés, donc ils ont dressé des lignes de défense très efficaces. Et ils ont commencé le grignotage, à grignoter dans le Donbass notamment, c'est-à-dire y aller par petits bonds successifs, en grignotant les villages, les petites bourgades, les villes, pour éroder l'armée ukrainienne en fait. Mais toujours en tapant en profondeur également, là on est encore dans la doctrine Alors l'objectif également c'est de casser l'arrière ukrainien. On bombarde les centrales électriques. On bombarde les centrales électriques, on bombarde des villes. Donc tout ça, c'est fait aussi pour casser le moral de la population, pour casser tout le système électrique, tout le réseau électrique ukrainien. Donc là, oui, on tape dans la profondeur. D'accord. Donc là, on est dans l'attrition, c'est-à-dire qu'on. Oui. Alors là, on est revenu. On est complètement dans l'attrition. La Russie sait qu'elle est plus forte. En termes d'hommes, en termes de matériel et de production industrielle, elle sait qu'elle est plus forte que son opposant. Donc elle va jouer sur ça. Et l'attrition, finalement, la théorie de l'attrition, elle a été portée par tous les penseurs soviétiques des années 20, notamment Svechine, qui refusait, lui, l'annihilation du fort au fort, complètement inutile. Ce qu'a essayé de faire la Wehrmacht en URSS, par exemple, où elle s'est complètement cassé les dents. Donc lui, il plaidait pour, du fort au fort, on plaide pour l'attrition. C'est-à-dire on érode physiquement, matériellement, économiquement son adversaire pour lui faire mettre un genou à terre. Donc c'est ce que fait la Russie là aujourd'hui. Écoutez, l'avenir nous dira ce qu'il en est. C'est difficile encore pour l'instant, même si on peut faire peut-être des pronostics. Je sais pas, on va pas forcément si risqué. Je renvoie donc pour cette histoire fort intéressante donc de l'armée russe aux éditions Nouveau Monde. Boris Laurent, merci infiniment d'être venu nous parler. Mais avant de nous quitter, je vais vous donner un conseil de visite qui vous emmènera à Meaux, au musée de la Grande Guerre, qui est à mon avis le meilleur musée avec le mémorial de Verdun, meilleur musée consacré au premier conflit mondial par la richesse de ses collections et de sa scénographie déployée sur 3000 mètres carrés qui comprend des avions, des chars, des canons, des véhicules, ainsi que des objets du quotidien, sans oublier une collection incroyable d'uniformes. Et
si je vous en parle, c'est que le musée vient d'ouvrir une salle en extérieur, celle-ci, puisqu'il s'agit de la reconstitution grandeur nature d'une tranchée dans laquelle le public est invité à se promener pour mieux comprendre comment fonctionnait le système. Inaugurée le 11 novembre dernier, cette reconstitution d'un réalisme saisissant vous permettra de vous immerger dans l'univers des poilus de 14-18. Tout y est ou presque. Les postes d'artillerie, de mitrailleuses, d'observation ou d'écoute. Vous pourrez monter sur un créneau de tir ou bien rentrer dans une cagnat, un abri ou encore un poste de secours et une visite dont l'immersion est renforcée par une ambiance sonore avec des explosions, des cris, des sifflements de balles et une vue impressionnante sur un no man's land ravagé, jonché de cadavres et de débris. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lann et sa petite histoire, mais n'oubliez pas avant de nous quitter de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Ceux qui me suivent dans la capsule qui est mon programme audio ont déjà entendu parler de cette histoire, j'avais déjà évoqué le cas de Tolkien, mais il n'y a pas de raison, j'ai décidé de vous en faire profiter également en vidéo. Ah, Tolkien, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, la magie, l'heroic fantasy... Eh ben non, ceux qui pensent ça, vous avez absolument tout faux. Tolkien n'était pas, dans les années 60, comme on le pensait, comme on le pense encore d'ailleurs aujourd'hui, comme beaucoup le pensent, un auteur d'heroic fantasy épris d'ésotérisme magique et de philosophie New Age, ou même hippie, on pourrait dire hippie. Eh bien non, pas du tout. Tolkien est avant tout un catholique traditionnaliste et politiquement, il est ultra-conservateur et réactionnaire. Voilà. Ah ouais, quand même, là on est loin du fumeur de pétard. À travers la biographie de Tolkien qui a été écrite il y a quelques années déjà maintenant par John Carpenter, eh bien on peut se rendre compte que Tolkien était un personnage bien plus profond, bien plus complexe et surtout à milieu de l'image qu'on en a aujourd'hui. Donc il était un catholique, comme je l'ai dit, il était épris de ce catholicisme magique qui régnait au Moyen-Âge, il était passionné du monde médiéval entouré de mystères et de légendes. Tout cet univers lui vient à la base d'une enfance agitée dont nous allons parler tout de suite. Tolkien est né à Bloemfontein dans l'État libre d'Orange, vous savez, c'est en Afrique du Sud, le 3 janvier 1892. Mais il ne peut pas rester longtemps dans son pays natal puisqu'il souffre des trop fortes chaleurs. Il part donc pour l'Angleterre. Son père étant décédé alors qu'il avait 4 ans, c'est sa mère, Mabel, qui va lui donner son éducation. Une éducation traditionnelle, elle était elle-même une catholique fervente, donc une éducation traditionnelle où elle lui inculte les valeurs du passé et l'amour de la patrie. Là, les hippies qui regardent cette vidéo sont déjà tombés dans les pommes, donc on va continuer ensemble. Son modèle, son grand modèle d'enfance, ça n'est pas Cristiano Ronaldo ou Booba ou même Cyril Hanouna, il n'a pas de poster dans sa chambre non plus, c'est le chevalier médiéval. Il est épris de légendes arthuriennes et c'est tout cet idéalisme du chevalier avec ses valeurs, ses vertus qui le fascinent. Il est pétri de latin, il adore les langues, la musicalité des mots, la consonance, etc. Et donc il se prend de passion aussi pour la littérature et pour les mythologies nordiques et indo-européennes et c'est à partir de ça qu'il crée ses premiers univers. En 1915, eh bien c'est la Grande Guerre qui vient perturber tout ça, il s'engage dans l'armée anglaise en tant qu'officier de liaison. Donc pour ceux qui ont vu le film Stalingrad par exemple, on voit que officier de liaison, faut avoir la peau épaisse quand même. C'est un poste très exposé, il s'engage dans l'armée anglaise et participe notamment à la bataille de la Somme, mais il va revenir de ce conflit, comme beaucoup, entièrement traumatisé par toute cette folie.
C'est là que son univers prend une dimension beaucoup plus sombre, hein. Il note tout ça dans ses carnets, même entre deux offensives, dans les tranchées, il commence déjà à rédiger ses premiers textes qui prennent une allure plus sombre avec des bêtes féroces, des monstres, etc. Il aurait pu ressortir de tout ça épris de pacifisme, de sans-frontiérisme, etc. Mais non, lui, son patriotisme a été renforcé par cette expérience et d'ailleurs, dans son œuvre, il rend hommage aux soldats britanniques qui ne sont ni plus ni moins que les hobbits. Oui, ces hobbits, ces petits bourgeois ruraux, modestes, fragiles, mais qui pourtant, dans les grandes heures, participent à la victoire et montrent leur courage. C'est le cas, selon lui, des fantassins britanniques. Il est évacué en 1917 suite à une blessure et il écrit pendant sa convalescence. Il rédige d'ailleurs ses premiers récits elfiques qu'il avait déjà commencé dans les tranchées, et là il continue, profitant de cette convalescence pour développer encore tout cet univers dans lequel il se réfugie de plus en plus. Si son patriotisme s'est renforcé et son respect pour les petits fantassins, les petits hobbits, eh bien il va ressortir de cette guerre également avec une haine viscérale à l'encontre du progrès, du modernisme, de l'industrialisation. Lui qui aimait les valeureux chevaliers pleins de valeurs et de vertus, eh bien là il n'a pu constater que l'impuissance de l'être humain face aux folies technologiques, aux folies du matériel, où celui qui gagne finalement est celui qui est du bon côté du barrage d'artillerie. Et le progrès le poursuit même après la guerre, lui qui habite dans la banlieue d'Oxford, eh bien il voit les paysages de son enfance ravagés par la construction de routes, d'usines, etc. et il en est profondément bouleversé. Et pourtant, même lorsqu'il sera riche, plus tard, il se refusera absolument de quitter sa petite banlieue d'Oxford parce que comme un soldat anglais et comme un hobbit, il doit faire face. Cet enracinement, cette volonté de faire face au danger, traduit selon John Carpenter, son biographe, une attitude profondément chrétienne et ascétique. En 1920, il devient professeur d'anglais à l'université d'Oxford, donc il enseigne l'anglais, mais aussi les langues régionales ainsi que la littérature médiévale. Politiquement, voilà, j'hésite un peu, puisque s'il y a des gauchistes qui sont arrivés jusqu'ici et qui s'étaient pas encore évanouis tout à l'heure, là, il va en avoir pour leur compte. Il est ultra conservateur, réactionnaire, anti-moderne, il est attaché en tant qu'anglais à sa monarchie, qu'il trouve justement trop démocratique. Pour lui, la démocratie amène à la dictature d'un orc. Profondément anti-moderne, il assimile les valeurs modernistes à de la pollution, donc il y a la pollution industrielle, et pour lui, les valeurs modernistes sont tout simplement de la pollution spirituelle. Non mais il y allait pas avec le dos de la cuillère. Lorsqu'arrive la Seconde Guerre mondiale, il va en vouloir profondément à l'Allemagne nationale-socialiste de s'être inspiré des mythes, de la mythologie nordique notamment, qu'il aimait tant, et il déclarera: j'ai une rancune personnelle envers ce grossier petit ignorantus d'Adolf Hitler pour avoir ruiné, perverti, dévoyé et maudit à jamais ce noble esprit nordique que j'ai tant aimé et que j'ai tenté de montrer sous son meilleur jour. Après la Seconde Guerre mondiale, il va se réfugier dans des clubs masculins. Non, pas ça. Dans des clubs masculins, c'est-à-dire des clubs d'écrivains. Et d'ailleurs, avec C.S. Lewis, qui est l'auteur des Chroniques de Narnia, il va créer les Inklings, qui est un club d'écrivains chrétiens. Il va aussi créer un club viking où il invitera ses amis à boire, chanter, rigoler et surtout se réfugier de ce monde moderne et laisser aller sa mélancolie. Concernant son œuvre, elle est éprise de symbolisme et de mythologie nordique, indo-européenne, mais aussi chrétienne, ce christianisme magique qui a eu lieu au Moyen-Âge, qui était imprégné par les mythes, les légendes, etc., et dont Tolkien raffolait par-dessus tout. Évidemment, il ne croyait pas au sens premier de ses créations, mais pour lui, qu'importe, c'était tout de même symbolique, et elles correspondaient néanmoins à des vérités profondes. Le Seigneur des Anneaux, qui est son best-seller, a connu un succès tardif. Il l'a écrit en 1955, et il aura fallu attendre 10 ans, c'est-à-dire 1965, pour qu'il connaisse un grand succès. Il y avait eu 1 million de livres vendus à l'époque. Aujourd'hui, on est à plus de 200 millions. En quelques mois, il va devenir une véritable idole, mais surtout un maître incompris. Vous savez, son public, c'était majoritairement des hippies, des gens qui étaient imprégnés de cet état d'esprit New Age et qui s'y retrouvaient dans ses œuvres. Mais justement, Tolkien déplorait que son public ne comprenne ses œuvres qu'en surface et n'allait pas creuser
plus profondément. Pour lui, son œuvre était profondément médiévale et chrétienne et il ne supportait pas d'être adulé par des hippies qui eux-mêmes ne supportaient pas tout ce qu'il véhiculait, à savoir les valeurs et la tradition. Malgré tout, il était quand même fair-play et il prenait plaisir à répondre gentiment et avec modestie à ses admirateurs. Malgré ce succès, Tolkien va vieillir tristement. Son meilleur ami et sa femme sont morts avant lui, il va se couper d'un monde universitaire qu'il considère comme étant trop dégénérescent. La religion aussi va lui jouer plus d'un tour, puisqu'avec Vatican II, vous savez bien, la religion s'est pliée au modernisme, et lui, qui était un grand fan de liturgie, a eu le cœur brisé de voir la messe avant prononcée en latin, prononcée désormais en langue vernaculaire. Malgré tout, il restera fidèle à Rome, et jusqu'à la fin de sa vie, en septembre 1976, il se réfugiera toujours plus dans ses œuvres et aussi dans ses clubs pour se couper de ce monde moderne qu'il haïssait tant. Outre Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, qui sont ses deux œuvres les plus connues et qui ont été traduites au cinéma, il nous a laissé également des dizaines de nouvelles fantastiques, mais aussi des travaux universitaires et même, lui qui était passionné de langue, un alphabet elfique. Un chrétien a accès à un tel trésor d'abondance qu'il peut assister dans le fantastique à un enrichissement et à une multiple floraison de la création. Tolkien. Je crois qu'on peut en rester là. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures le mardi sur TV Liberté et le vendredi en audio sur Radio Liberté. À bientôt.